Donc, nous avons voulu vous interviewer en particulier parce que je vous ai vu en fait sur une autre émission, chez des collègues en fait, où vous êtes aussi loin que je sache en fait le seul analyste à avoir percuté sur cette décision assez extraordinaire qui a été prise par Ursula von der Leyen dans le cadre de ce marathon G7 OTAN sommet de l'Union européenne, dans le cadre duquel le président des États-Unis Joe Biden était invité. Consistant à transférer tous nos datas. Alors je le dis de façon en fait très rudimentaire. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi cette décision qui paraît si extraordinaire et qui a été livrée de façon si inopinée, qu'est-ce que ça représente en fait en termes stratégiques, sécuritaires, et est-ce qu'ils ont la compétence pour prendre ce type de décision? Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui est passé quasiment inaperçu. Alors c'est vrai que beaucoup d'analystes sont en ce moment polarisés sur le conflit ukrainien, donc ils n'ont probablement pas vu ces éléments-là. Il faut rappeler qu'il y a eu un premier échange il y a quelques années sur les données avec les Américains et qui avait été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'affaire Schrems, parce que la Cour de justice de l'Union européenne avait considéré que les garanties pour le traitement des données que nous avons en Europe n'étaient pas respectées aux États-Unis, et notamment parce qu'il y a une loi américaine qui est la loi FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, notamment son article 702, mais aussi un décret 12333 de la justice américaine qui fait que les Américains peuvent piocher dans les données que nous leur transmettons comme ils le veulent en utilisant cet argument de la sécurité nationale qui ouvre à tous les abus. Donc ça avait été retoqué par la Cour de justice de l'Union européenne, et là, profitant probablement du conflit ukrainien, voulant probablement avoir une petite victoire personnelle, Ursula von der Leyen a passé cet accord donc vendredi dernier, le 25 mars, avec Joe Biden, pour faire en sorte que une nouvelle fois cet accord soit remis en place. Alors on a vu Schrems, qui avait déjà empêché cet accord en 2020, déclarer qu'immédiatement que pour lui rien n'avait changé. Les Américains nous ont un petit peu ont fait un tour d'illusionniste en disant les données que vous allez nous transmettre désormais seront vérifiées par des juges compétents qui feront en sorte qu'il n'y ait pas de dérive. Mais en fait tout ça me semble une grande fumisterie. Donc des juges américains. Des juges américains, et donc je crois qu'il faut regarder ça avec la plus grande vigilance parce que d'abord il n'y a pas de réciprocité de données avec les Américains, et puis encore une fois c'est ce qui était déjà reproché en 2020, c'est qu'une fois qu'ils ont les datas chez eux, qu'ils peuvent gérer les données, et ben sous prétexte de sécurité nationale ils peuvent aller piocher dedans et faire tout ce qu'ils veulent. Et quelle serait la finalité d'ailleurs de l'opération? Quel serait leur bénéfice et quel serait notre bénéfice dans l'opération? Alors le bénéfice pour nous Européens, je ne le vois pas. Alors c'est probablement des contreparties qui ont été négociées, mais sur le plan des Américains, c'est très intéressant. Finalement, c'est un peu la même chose que les écoutes de la NSA. On sait que toutes les écoutes de la NSA qui ont été faites depuis 2002 au titre de la lutte contre le terrorisme ont servi à 98% à la guerre économique et non pas aux attentats. On estime que quasiment qu'il y a, je suis peut-être un peu caricatural, mais il y a 2 ou 5% des écoutes qui ont vraiment servi au contre-terrorisme de manière efficace, et que la majorité de ces écoutes ont servi à la guerre économique. Et on peut se demander si ces données qui vont leur être transmises ne vont pas avoir la même finalité. Donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des décisions réellement stratégiques qui font, disons, à la survie, pratiquement, en fait, de notre société, de nos libertés, de nos garanties constitutionnelles, qui sont prises par des exécutifs, voire par des fonctionnaires qui n'ont aucune légitimité. Et ceci me fait penser à une autre décision qui a été prise, plus exactement pas une autre décision, mais à des concepts qui sont véhiculés au niveau européen, parce que dans le cadre de cette crise ukrainienne, comme dans le cadre du Covid, la Commission européenne a pris beaucoup de relevance. L'autre jour, j'entendais le commissaire, notre représentant des affaires étrangères au niveau européen, Josep Borrell, parler de narrative. Alors, je me dirige en fait à l'expert en analyse en fait. Aujourd'hui, il disait en fait, il faut que nous devons en fait inventer une narrative pour les pays balkaniques pour qu'ils acceptent en fait notre cosmogonie, enfin notre projet russe, notre façon de voir le conflit russo-ukrainien. Est-ce que ces narratifs sont en train de s'installer comme clé pour comprendre, pour aborder les différents conflits? Alors oui, c'est malheureusement pas nouveau, ça prend une ampleur démesurée. C'est vrai qu'on parle depuis plus d'une décennie des spin doctors et du storytelling qui est mis systématiquement en place. Et au sens propre, on est aujourd'hui vraiment dans le management de la perception. C'est-à-dire que c'est plus la vérité qui compte, c'est la manière dont les autorités, appuyées par la société de relations publiques et leur chaîne de communication, sont en train de nous vendre une crise sanitaire, une crise économique, une crise alimentaire, une crise militaire. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de fondement
à une crise alimentaire, à une crise sanitaire, à une crise militaire. Mais c'est systématiquement grossi en fonction d'objectifs généralement bien précis. Alors, est-ce que ce sont des objectifs européens? Est-ce que nous reproduisons ou nous prolongeons des objectifs américains? C'est toujours très difficile à dire. Mais dans le cadre de cette crise ukrainienne, c'est particulièrement frappant. Et je crois nous n'avons jamais vu sur un conflit militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une telle désinformation, une telle... en réalité, c'est pas tant de la désinformation qu'une présentation aussi partiale et orientée du conflit, parce que finalement, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté et on ne permet pas à la partie adverse finalement d'avancer des données, quitte à bien sûr à les contrer. Et d'un point de vue diplomatique, j'imagine que cela nous affecte en fait pour pouvoir intervenir, pour pouvoir médier pour pouvoir jouer le rôle de l'arbitre au final en fait, parce qu'on voit aujourd'hui par exemple que Zelensky considère que les conditions sont suffisantes en fait pour pouvoir envisager un entretien avec Vladimir Poutine lui-même et accepter un certain nombre de considérations qui auraient paru impossibles, et tout cela par le biais d'une diplomatie atypique qui est celle de l'État turc. Est-ce que nous sommes en condition, en fait, soutenus comme nous le sommes par des spin doctors et ces narratives pour pouvoir jouer un rôle diplomatique? Alors, nous les Européens, non, parce que très honnêtement, pour Poutine, ce qui compte, ce sont les États, et c'est d'abord les Allemands, et c'est à un moindre degré les Français. Les Russes reprochent notamment au président français d'avoir été la voix de Biden, beaucoup plus qu'aux Allemands. Et puis finalement, on est quand même tellement alignés sur l'OTAN que notre perception n'est pas très bonne chez eux. En revanche, le président turc Erdogan a réussi à se constituer une position d'intermédiaire, alors à la fois parce qu'il est très proche de l'Ukraine, encore une fois ce qui n'est pas très noble puisque les Ukrainiens ont soutenu l'Azerbaïdjan dans la guerre au Karabakh, donc ils ont vendu des armes aux Azéris qui ont massacré, qui ont utilisé des djihadistes pour s'en prendre aux Arméniens, mais en même temps il avait pris ses distances vis-à-vis de l'OTAN, il avait acheté des systèmes S-400, donc il a une position intermédiaire et finalement qui arrange tout le monde, même si Poutine ne l'aime pas beaucoup, c'est quand même l'acteur qui a probablement le plus de marge de manœuvre aujourd'hui dans le camp occidental, si tant est qu'Erdogan soit un occidental. Bien sûr. Je rebondis en fait sur cette question d'armes, puisque il y a aussi une des spécificités, en fait, un des paradigmes de ce conflit, c'est qu'il n'y a pas eu de force d'interposition. En revanche, des armes ont été distribuées de façon d'ailleurs sous le sceau du secret. En fait, on ne sait pas exactement ce qui a été distribué. Est-ce que ce sont seulement des armes défensives ou autres? Mais elles ont été distribuées de façon indiscriminée. On sait aussi que justement, vous y faisiez référence, l'Ukraine est une plaque tournante depuis toujours et sous tous les régimes en termes de trafic d'armes. On a en l'esprit en fait l'affaire des trafics d'armes des diamants sales en fait. Oui, bien sûr. Donc exactement. Est-ce que quelqu'un contrôle quelque chose ou on est dans les mains de la Providence? Malheureusement, on est dans les mains de la Providence. Il y a surtout quelque chose de très intéressant, c'est que pendant la guerre d'Afghanistan, entre 79 et 89, lorsque les Soviétiques occupaient l'Afghanistan, on soutenait la guérilla afghane, mais on le faisait de manière clandestine. C'est-à-dire que globalement, tout le monde le savait, mais on était rarement pris la main dans le sac et c'était pas affiché. Donc, ça laissait une possibilité à la négociation, en tout cas au déni. Pendant la guerre Iran-Irak, entre 80 et 88, nous vendions les armes aux Irakiens. On avait un peu choisi notre camp. Là, on ne vend pas les armes, donc on les donne aux Ukrainiens et on les donne de manière affichée, ce qui est une forme de co-belligérance absolument scandaleuse. Et 3, on les donne de manière indiscriminée. Ce qui fait que, alors je ne parle pas des kalachnikovs et des armes légères que le gouvernement ukrainien a lâché dans la nature et qui font déjà l'objet de trafic, mais on voit beaucoup pour les missiles anti-chars et les missiles anti-aériens qui ont été donnés de manière magique, surtout les Stinger, dont pourtant les Américains avaient l'expérience en Afghanistan puisqu'ils ont essayé de les récupérer après, et ces Stingers sont déjà dans des trafics aux mains de groupes criminels et probablement demain ou après-demain aux mains de groupes terroristes qui feront un jour une menace, un attentat sur un avion de ligne. Donc là, on est globalement, on a fait n'importe quoi. Tout ça pour essayer de rendre l'opération russe la plus difficile possible, alors ce qui est tout à fait compréhensible. Seulement, on oublie deux choses, c'est que, un, plus une guerre dure, plus les populations civiles souffrent, et deux, on est en train de créer des foyers, comme on l'a fait en Libye à partir de 2011, des foyers de subversion et surtout des distributions d'armes incontrôlées qui ressortiront un jour ou l'autre. Parce que vous qui avez bien étudié en fait ce conflit et qui lui avec une valeur ajoutée analytique importante, est-ce que vous croyez justement que finalement du côté de la défense ukrainienne,
l'armée régulière a eu un rôle important, ou est-ce que tout a été dans les mains des bataillons de type Azov, Brava Sector, White Boys, etc. Oui. Non, mais d'abord, il faut dire qu'il y a ces ultranationalistes néo-nazis, ou en tout cas avec un fort penchant près du nazisme, qui représente une partie non négligeable des armées. Mais toute l'armée n'est pas néo-nazie, et quand Poutine dit on va dénazifier l'Ukraine, il a raison, parce qu'il y a effectivement une proportion de combattants adhérents à cette idéologie qui est inacceptable, mais toute l'armée ukrainienne ne l'est pas. Effectivement, ces gens-là, on l'a vu depuis Mariupol en 2014, où ils ont commis des exactions, d'ailleurs, qui n'ont jamais été sanctionnés. Il y a un très bon rapport de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, d'ailleurs, qui fait le point sur ce sujet-là. Non, l'ensemble de l'armée ukrainienne, qui sont souvent des gens de l'Est de la Pologne, et puis il y a des gens très patriotes en Ukraine, Dieu merci, des gens qui ont envie de se battre. Ils ont quand même été bien formés par l'OTAN. Il y a quand même beaucoup d'instructeurs américains, canadiens et britanniques, principalement, qui les ont formés. Maintenant, effectivement, cette armée se retrouve aujourd'hui coincée, parce qu'il y a un jeu très pervers qui s'est mis en place entre les Américains et Zelensky, les Américains poussant Zelensky toujours plus loin pour qu'il continue le combat, du coup Zelensky demandant à ses troupes de rester dans l'est de l'Ukraine au lieu de se replier, et donc elles sont dans les 15 jours qui viennent, je dis malheureusement, je suis neutre, je ne suis ni anti-russe, ni pro-russe, ni anti-ukrainien, ni pro-ukrainien, on va voir malheureusement la débandade totale, parce que ils sont débandade, mais est-ce que à un moment donné Zelensky ne pourrait se trouver coincé en fait entre ces milices transformées à leur tour dans une espèce de guerre de guérilla, n'acceptant pas une éventuelle solution pacifiée de sortie de crise? Alors, c'est effectivement, vous avez raison de soulever ça, parce que c'est une question qui se pose. Et très antisémite quand même, ces milices-là. Oui. Si Zelensky soit été débarqué, soit signé un accord qui ne plaise pas à Azov, à Hiler, à toutes ces unités-là, quelle serait leur réaction? Ils ont quand même été très entamés, ils savent qu'ils n'ont très peu de chances de survie si les Russes s'en occupent, et finalement s'ils décidaient de faire bande à part, ce sur quoi on n'a pour l'instant aucun élément, je pense qu'ils seraient abandonnés à leur sort et pris entre une indifférence ukrainienne d'un côté et probablement un rouleau compresseur russe, qui ont vraiment envie de les réduire à leur plus simple expression. C'est malheureusement, de toute façon, on n'a pas le sentiment qu'ils se rendront, à la fois chez eux par élan nationaliste, il faut le dire, mais aussi parce qu'ils savent très bien que le sort qui leur sera réservé ne sera pas enviable. Je reviens au début de notre conversation, parce que cette fois-ci, il s'agit de l'Europe, en fait, comme de notre postérité, comme puissance, en fait. Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, russe, a considéré que nous n'étions plus confiables comme État garant. Que faut-il en penser, en fait? Comment peut-on encore jouer sur l'échec international lorsque nous ne sommes plus considérés comme n'étant plus fiables? Oui, c'est le principal problème. Les Russes ont un mépris profond pour nous depuis près d'une décennie. Alors pour nous, Européens, je ne parle pas des Américains, parce qu'ils considèrent que nous sommes tous alignés sur le sujet. Et je dirais que leur mépris est d'autant plus important à l'égard de ceux qui, comme la France et l'Allemagne, pensent avoir un rôle supérieur. Peut-être que nous avons une influence un peu supérieure, nos amis espagnols, italiens ou néerlandais, bien évidemment. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas une marge de manœuvre qui soit supérieure. Et ça, ils le mesurent. Deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi un mépris chez eux sur la déviance, à leurs yeux, encore une fois, de la société occidentale. Non seulement nous sommes devenus des auxiliaires des Américains, mais nous avons pris tous les travers de la société américaine avec 5 ou 10 ans de retard, sur le wokisme, sur le politiquement correct, sur des médias qui sont mainstream. Donc dans leur jugement, il y a finalement cette espèce de dédain. Et puis c'est un paradoxe, parce que pour un pays de l'Union soviétique qui a été très longtemps un pays anti-religieux, aujourd'hui c'est pour eux, encore une fois, ils considèrent que c'est le pays où la renaissance chrétienne se met en place. Donc là, on est vraiment dans des perceptions ethnoculturelles très différentes. Il faut aussi reconnaître que sur le plan international, depuis 2003 principalement, moi je me rends compte dès que je vais à l'étranger, les gens considèrent que l'Occident n'est plus la référence. On a tellement violé les lois internationales en 2003, bien sûr sans parler de la Bosnie, que quand on va parler aux Yéménites, quand on va parler aux Iraniens, ces gens-là nous disent... On a financé des groupes terroristes. Et on a financé des groupes terroristes. Des dizaines de groupes terroristes. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait en fait clairement en fait
des accords de Minsk, dont l'Allemagne et la France étaient des garants. Donc en fait, est-ce que la parole européenne ne vaut plus rien en fait? Malheureusement, j'allais y venir parce qu'il y a non seulement ces accords de Minsk, mais il y a aussi aussi le groupe de Minsk sur l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Et là, sur les deux cas, la Russie gère le problème toute seule. Elle a d'abord été tellement déçue de voir que nous n'avons pas fait pression sur Zelensky, qui quand même avait été élu en 2019 pour faire appliquer ces accords, qui auraient dû être mis en place dès 2014. Donc, ils n'ont absolument plus confiance. On doit faire la part des choses. D'un côté, on se dit on le mérite quand on voit la manière dont on s'est comporté, et bien sûr de l'autre, il y a aussi une espèce de rigidité très forte de la part des Russes qui ont derrière ça une arrière-pensée. Donc il faut faire un peu la part des choses, mais malheureusement sur ce plan, ils n'ont pas totalement tort. Une autre question en fait est sur un des grands paradigmes de ce conflit. Ce sont les sanctions. Le fait que aujourd'hui n'importe quel État puisse émettre des sanctions de confiscation d'un oligarque, d'une entreprise russe à l'étranger, etc. Est-ce que avant ça se faisait en fait dans le cadre de résolutions des Nations Unies avec des gels d'avoirs, des embargos, des boycotts. Est-ce que l'Occident est en train de sortir des clous de l'état de droit? Malheureusement, oui. Alors d'abord, avant l'Occident, ce sont les Américains. Depuis la loi FCPA, donc Foreign Corrupt Practices Act, qu'ils ont mis en 1974, qu'ils ont édicté en 1974, qu'ils appliquent seulement depuis une dizaine d'années, et on en a un exemple à travers l'affaire Alstom, à travers l'affaire BNP Paribas. Il faut rappeler qu'on en est à plus de 16 milliards d'amendes versées au département du Trésor américain. Donc c'est déjà cette extraterritorialité des lois que les Américains ont imposée à tout le monde, y compris à leurs alliés. Et puis finalement, aujourd'hui, avec cette crise ukrainienne, nous, Européens, nous faisons la même chose.